Nous allons poursuivre les interventions. Avant d'accueillir le nouvel intervenant, je vous rappelle que vous pouvez suivre le colloque en direct sur le Facebook Anti-Média. Le prochain intervenant est enseignant chercheur. Il s'est donné pour mission de promouvoir les humanités classiques africaines. Et pour ce faire, il a fondé l'Institut Anijar en Guadeloupe, l'Institut Péranque Martinique et l'Institut Sankofa au Canada. Il a contribué avec l'UNESCO à l'actualisation de la collection Culture Générale, section enfants. Je vous demande d'accueillir Monsieur Nusire Kalala Omotunde. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi que nous soyons réunis dans cette salle avec le professeur Obenga, le professeur Adjamabo et avec vous tous, parce que c'est extraordinaire de pouvoir vivre des moments comme ça, qui sont des moments, de grands moments d'histoire. Voilà, c'est important. Alors, chose particulière, je voulais aborder avec vous une thématique, peut-être un petit peu technique, mais qui est, somme toute, un témoignage d'histoire. C'est-à-dire comment les matériaux intellectuels que nous avons élaborés en Afrique ont été finalement repris par d'autres peuples et ont servi les intérêts de grandes civilisations sans que ces civilisations, je dirais les descendants de ces civilisations, aient fait état de leur emprunt. Alors, c'est une étude canadienne, effectivement, que j'ai été pratiquement le seul à relayer dans l'espace francophone, parce que l'étude, elle était en anglais. Mais j'ai trouvé que c'était important de pouvoir témoigner de cet élément-là, c'est-à-dire comment la dimension mathématique de nos ancêtres améliorée sur le hiératique et le démotique, donc sur les papyrus, comment ça a servi d'inspiration donc aux Grecs et aux Romains. C'est ce que nous allons voir à travers une étude qui a été réalisée par le professeur Stéphane Chrysomalis, qui est du Canada. Alors, chose particulière, je voulais d'abord ouvrir ce qu'on peut qualifier un peu les hostilités par ceci. Vous savez, la revue Sciences Humaines a fait un dossier avec le CNRS, c'est Histoire et philosophie des sciences. Alors, naturellement, c'est quelque chose qui ne peut que nous intéresser. Et à notre grande stupéfaction, voilà que dans ce hors-série, vous voyez, Jean-François Dortier, qui est donc auteur de l'article, dit que la raison n'est pas une invention grecque. Alors on se dit, tiens, on a l'impression qu'on a fait un pas en avant, on a un peu brisé certaines barrières de l'eurocentrisme, parce qu'on voit prendre à l'horizon un peu d'objectivité. Et qu'est-ce qu'il dit ? En effet, dit-il, pendant longtemps, on a décrit l'histoire de la pensée grecque comme le passage du mythe à la raison. Auparavant, les hommes auraient vécu sous l'emprise des dieux, des mythes et des croyances magiques. Puis, soudainement, avec la naissance de la philosophie et des sciences, les hommes auraient accédé à la pensée rationnelle. Mais, dit-il, ce beau récit n'est plus admis aujourd'hui. Bernard Vitrac du CNRS le rejoint et dit que la thèse selon laquelle les cultures qui ont précédé la Grèce n'étaient pas rationnelles n'est plus recevable. Alors la question, c'est pourquoi ? Parce que là, on est dans, je dirais, un territoire d'expression pour lequel on n'a pas tellement l'habitude de voir des choses comme ça au niveau des Occidentaux. Et il dit parce que les grandes civilisations babyloniennes ou égyptiennes, voyez-vous, antérieures à la civilisation grecque, ont développé un important corpus de connaissances en médecine, en astronomie, en mathématiques et en botanique, et ces savoirs n'étaient ni des croyances, ni de simples savoirs empiriques. Donc là, on se dit, tiens, voilà qu'il semblerait que l'objectivité soit enfin parvenue à toucher quelques neurones du cerveau de certains. Eh ben non, voyez-vous, chasser le rat du tunnel, il revient au bungalow. Qu'est-ce qu'on lit en conclusion ? Eh bien, l'originalité des Grecs, nous disent finalement les chercheurs, ça a été de passer de la connaissance des faits à la recherche des causes.
de la maîtrise de certains savoirs à la démonstration rigoureuse de leur validité. Vous voyez, et finalement, on est revenu à la case départ. Donc la chose, c'est que on voit dans l'historiographie des sciences ce problème d'objectivité. Vous voyez? Et pourtant, c'est la première fois qu'on a été aussi loin. Et puis finalement, il y a eu un mouvement de retrait. Chose qu'il faut savoir, c'est qu'on parle d'une civilisation grecque qui serait la civilisation de la raison, qui serait la civilisation vraiment où on aurait mis de côté les mythes, les rituels, les croyances en des dieux, des choses comme ça. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot hécatombe? Ah ben voilà. Hécatombe, c'est la démonstration par A plus B. En Grèce, on célébrait chaque année les fêtes des Panathénées. Il s'agissait d'un rituel, mais fondamentalement polythéiste et animiste, durant lequel on sacrifiait 100 bœufs à la déesse Athéna. D'accord? Donc, il faut imaginer les Grecs faisant un sacrifice de 100 bœufs, donc dans un rituel totalement de tout ce qu'on voit d'une façon générale dans les traditions africaines, sauf qu'on se fixe des limites quand même. Il n'y a que Pharaon qui montait à 100 bœufs. 100 bœufs, ça fait quand même un peu beaucoup. Cette fête avait lieu du 23 au 30 du mois d'Hécatombéon, mot fort à propos, puisque le mot grec hécatombe signifie justement hécassant, bouche, bœuf. Vous voyez, ça signifie 100 bœufs. Donc vous voyez que ce qu'il y a de particulier, c'est que les Grecs étaient fondamentalement polythéistes. Et ils avaient beaucoup de rituels animistes. Et c'est bizarre qu'on veuille utiliser cet argument-là, alors que c'est l'argument le plus mauvais. Vous voyez? Parce que plus vous rentrez dans la civilisation grecque, plus vous découvrez que chaque cité avait ses divinités, ses rituels, ses fêtes, vous voyez? Et qu'il n'y avait pas du tout de vision monothéiste au niveau de la spiritualité, et qu'on était véritablement dans des mythes, dans des légendes, dans des histoires qui ne peuvent pas servir normalement de foyer à l'émergence de la raison. Ça, il faut le savoir. Maintenant, autre chose dans tout cela, c'est que vous savez que Pline l'Ancien a dit que Thalès a mesuré la hauteur de la pyramide. Alors c'est vrai que quand c'est présenté aux enfants, on dit aux enfants qu'il a épaté les Égyptiens. C'est-à-dire les mathématiciens égyptiens ont été épatés par Thalès parce que Thalès, et voilà, il est venu en Égypte et il leur a montré comment il faut mesurer une pyramide. Donc ils auraient fait la pyramide sans en connaître la hauteur, sans être capable de mesurer. Donc est-ce que l'objectif mathématique de la hauteur de la pyramide avait été atteint? Bon, vous savez que si on prend la déclaration faite par Platon déjà, Platon dit Thalès de Milet, fils d'Exaimas de Milet, voyez, phénicien d'après Hérodote, donc vous voyez qu'il n'est même pas grec, porta le premier le nom de sage, il reçut en Égypte l'éducation des prêtres. Donc ça veut dire que il était étudiant, manifestement, en Afrique. Et que ses connaissances scientifiques, ses connaissances littéraires, ses connaissances d'une façon générale, puisque Thalès, c'est le premier savant qui va émerger en Grèce. Mais il n'est pas d'origine grecque, vous voyez, c'est un Phénicien. Donc c'est pour vous montrer que, déjà, la restitution des éléments d'histoire, ce n'est pas fait avec une cohérence qui tient compte du testament et de l'aveu des Grecs anciens eux-mêmes. Mais ce qui est extraordinaire, parce que vous voyez, on montre des illustrations aux enfants, donc pour montrer que finalement, Thalès arrive et fait des démonstrations devant Pharaon, qu'est-ce qu'on va constater? On constate, et c'est ce qui est caché, c'est que, vous savez que c'est une méthode que les Égyptiens maîtrisaient depuis très longtemps. Et comment on le sait? On le sait grâce à Plutarque. Vous voyez, dans le banquet des 7 sages, qui révèle les propos tenus par un prêtre, donc un prêtre lui a tenu, à propos de cette démonstration que Thalès avait faite. Mais la déclaration du prêtre, du mathématicien africain montre bien que c'est quelque chose qui est maîtrisé par tous les mathématiciens de l'Égypte antique. Il dit, voilà, donc il, en parlant d'Amasis, qui était le souverain de l'époque, fut surtout ravi de te voir mesurer la hauteur de la pyramide sans aucune difficulté, sans l'aide d'aucun instrument, en plantant ton bâton à l'extrémité de l'ombre portée par la pyramide, car 2 triangles ayant été ainsi formés par les rayons tangents du soleil,
tu démontreras que le rapport du nombre à l'autre était celui de la hauteur de la pyramide à celle du bâton. Voyez que là, vous avez quand même la démonstration d'un fait et de sa cause. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui utilisent finalement notre ignorance des faits pour répandre des contre-vérités. Parce qu'on voit bien qu'à partir de là, ce simple exemple-là montre bien que tout ce qu'a dit le magazine Sciences Humaines et toutes les déclarations des gens du CNRS, ben, c'est de l'escroquerie intellectuelle, tout simplement. Et ça, il faut le souligner. Alors, autre chose qui est relativement marquante, c'est l'étude qui a été réalisée par le professeur Chrysomalis. Le professeur Chrysomalis a fait une étude qui s'appelle The Egyptian Origin of Greek Alphabetic Numerals. Vous voyez, donc l'origine égyptienne des chiffres alphanumériques grecs. Donc, le voilà, le professeur Chrysomalis, c'est quelqu'un qui est assez intéressant dans la mesure, vous voyez, lui s'occupe d'anthropologie linguistique et plus précisément au niveau des mathématiques, voyez, et des interactions de langage, de cognition et de culture. Donc, c'est-à-dire que c'est étudier la pensée qui a donné naissance donc, au système de comptage, au système de calcul dans les différentes civilisations de l'Antiquité. La chose, c'est que son étude, voyez-vous, n'a pas été reliée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait d'écho, il n'y a pas eu d'article dans la presse. Et c'est pour ça que je me suis dit non, il faut en parler, il faut traduire cette étude de manière à faire en sorte que nous puissions... Vous voyez, il a écrit un ouvrage, Numerical Notation, récemment. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont nous permettre d'avancer dans son étude. Alors on va la résumer parce qu'elle est un peu longue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il dit ceci, vous voyez, donc l'étude a été publiée en 2002, et ce qu'il dit, c'est que traditionnellement, on a supposé que les chiffres alphanumériques grecs avaient été inventés de manière indépendante au VIe siècle de l'ère ancienne. Cependant, il existe une similitude structurelle remarquable entre ce système et les chiffres démotiques égyptiens. Vous voyez, c'est quelque chose qui est pratiquement jamais abordé. Il suppose donc que le commerce entre l'Asie mineure et l'Égypte pharaonique a été à l'origine de la migration du modèle africain vers le monde grec. Donc voilà exactement ce qu'il raconte. Donc voilà l'étude qui a été relayée par la BBC. Vous voyez, donc j'ai travaillé notamment aussi sur ce qu'avait produit M. Paul Ricon de la BBC Science, qui avait fait état donc, de ce travail de recherche sous le titre de Greeks Borrowed Egyptian Number. Donc les Grecs ont tout simplement repris, plagié, copié le système de numération de l'Égypte. Alors, que dit l'article? On va le lire très rapidement. Les astronomes, les scientifiques et les mathématiciens de la Grèce antique étaient de vrais innovateurs. Mais il s'avère que ceux-ci n'ont cependant pas inventé le système mathématique qui a inspiré bon nombre de leurs contemporains en matière de calcul. Attendez. Les astronomes, les scientifiques et les mathématiciens de la Grèce antique étaient de vrais innovateurs. Mais il s'avère que ceux-ci n'ont cependant pas inventé ce qui est à la base de toutes les autres inventions. Bravo. Vous voyez comment c'est difficile de restituer un minimum de vérité quand on est dans l'espace occidental. Vous voyez? Bon, c'est le moment, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil occidental qui empêche à quelqu'un de dire une chose simplement. En effet, de récents travaux dévoilent qu'en réalité, les Grecs ont emprunté le fameux système mathématique connu sur le nom de chiffres alphabétiques, alphabétique numerals, aux Égyptiens anciens, et donc ils ne l'ont pas inventé comme on a longtemps cru. Ces chiffres alphabétiques ont d'ailleurs souvent été utilisés par les mathématiciens physiciens Archimède, le philosophe et scientifique Aristote et le mathématicien Euclide, entre autres. Une vaste étude menée par le professeur Stéphane Chrysomalis de l'université de McGill à Montréal a montré qu'il existe des similitudes saisissantes entre les numéros alphabétiques grecs et les numéros démotiques égyptiens utilisés en Égypte dès la fin du 8e siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à 450 de l'ère chrétienne. Donc, chose particulière, justement, les deux systèmes emploient chacun 9 signes référentiels, de sorte que les unités sont comptées de 1 à 9 et les dizaines sont comptées de 10 à 90 et ainsi de suite. Les deux systèmes manquent également d'un système pour le 0. La théorie des relations commerciales, le professeur Chrysomalis suggère alors que c'est l'accroissement du commerce entre la Grèce et l'Égypte, après 600,
qui a favorisé cet emprunt par les Grecs. Les négociants grecs ont pu découvrir les avantages du système démotique utilisé en Égypte avant de l'adapter pour leurs propres besoins. Nous savons maintenant qu'il y avait de multiples échanges entre les Grecs et les Égyptiens. Bon, cette phrase, elle est ridicule, parce qu'Alexandre le Grand, vous voyez, quand il est arrivé en 332, il y a eu la dynastie des Ptolémées. Donc, c'est ridicule. Bon. Théorie plausible, le professeur David Joyce, un mathématicien de l'université de Clark à Worcester aux États-Unis, a déclaré qu'il n'y avait pas vraiment examiné les travaux du professeur Chrysomalis, mais qu'il pensait à vrai dire que la thèse de l'emprunt par les Grecs était bien plausible. Voyez-vous ? Et chose particulière, il termine en disant que les Égyptiens employaient le hiératique et plus tard le démotique, dans lesquels les divers signes se distinguaient les uns des autres. Jusqu'à présent, on pensait que ce système avait été développé par les Grecs en Asie mineure, à l'époque des heures de gloire de la Turquie ancestrale. Entre 475 et 325 de l'ère ancienne, les chiffres alphabétiques sont tombés dans l'oubli en faveur d'un système de nombres écrits connu sur le nom de numéro acrophonique. Mais à la fin du IVe siècle de l'ère chrétienne, avant l'ère chrétienne, les chiffres alphabétiques étaient devenus le système de référence dans tout le monde grec. Ils ont été employés jusqu'à la chute de l'Empire byzantin. Au XVe siècle, le professeur Chrysomalis donc, a publié depuis un article dans la revue Journal of Antiquity. C'est important, je dirais, de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que je me souviens que quand j'étais étudiant et que je passais du temps avec le professeur Benga, je lui disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est les éléments de diffusion des savoirs africains, donc notamment vers le monde grec et vers le monde romain. Et la chose, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir en parler en sa présence. C'est un formidable cadeau que les ancêtres, des fois, nous font. C'est extraordinaire. Alors, la chose, c'est que il faut savoir que le professeur Chrysomalis reconnaît que l'histoire de la numération en Europe n'a pas vraiment été étudiée. C'est-à-dire qu'on est parti dans des conjectures sans rentrer dans un certain nombre de détails. Parce que ça fait partie des choses que, vous savez, c'est comme la proto-histoire de la Grèce. On dit proto parce que c'est dérangeant, les matériaux qu'on trouve. Vous voyez, on voit des profils qui sont plutôt africains, des gens qui sont plutôt métis, avec des tresses africaines. On voit des choses, parce qu'avant, en Grèce, il y avait des Noirs qui vivaient en Grèce. Et les Grecs ont toujours témoigné de cela. Et les études ADN, les tests ADN qui ont été faits récemment ont montré qu'effectivement, il y a plein d'informations là-dessus, que c'était des Noirs qui vivaient en Grèce avant. Vous voyez ? Et chose particulière, il dit que, vous voyez, les chiffres alphabétiques grecs sont extrêmement importants pour comprendre l'histoire, finalement, de la numération, mais le débat sur leur origine n'a guère progressé. Donc on voit bien que finalement, personne ne s'y intéresse. Les premières théories affirmant que les chiffres avaient été développés au 8e siècle, avant notre ère, et qu'ils avaient comme l'alphabet grec une origine sémitique, ont maintenant été réfutées. Vous voyez ? Donc c'était de dire que, comme l'écriture grecque vient du phénicien, donc c'est une adaptation des caractères alphabétiques phéniciens, finalement, le système de numération a dû suivre le même cheminement. Et on s'aperçoit que non. Donc il y a une dissociation à ce niveau-là. Donc l'origine est finalement externe, comme il le dit. Bon. Chose particulière, il faut savoir que les Grecs eux-mêmes, comme disait le professeur hier, rapportent que c'est de Phénicie qu'est venu un savoir qui était totalement magique pour eux, c'est-à-dire la capacité de fixer sur un support une parole parlée. Il faut voir que à cette époque, c'était une invention africaine, mais considérée comme étant l'invention des inventions. Voyez ? Et justement, Diodore de Sicile, qui est grec, dit que lorsque Cadmos eut rapporté de Phénicie ce qu'on appelle les lettres, ça veut dire qu'on place donc ce phénomène sous la houlette d'un individu qui est Cadmos. Cadmos, c'est assez particulier parce qu'il va créer en Europe la cité de Thèbes. Or, cette cité de Thèbes est en Afrique. À l'origine, c'est la capitale des pharaons. Et quand on regarde certains témoignages grecs sur Cadmos, Cadmos, son père, c'est Agénor. Vous voyez, ça remonte la lignée des Épaphos. Et on se retrouve finalement avec des gens qui sont parfaitement africains, puisque son papa et sa maman étaient nés en Égypte. Et donc, il a été le premier à adapter la langue grecque, vous voyez, donc les signes phéniciens à la langue grecque, et à attribuer un nom à chacune et à en fixer le tracé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Diodore dit. C'est un grec qui dit
que notre écriture, on n'a rien fait. Les gars ont tout fait à notre place. Le nom des lettres, comme disait le professeur, la forme et compagnie, ils ont tout fait. Donc on a hérité un système abouti du jour au lendemain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire ce système est présenté aujourd'hui comme étant le fruit de la réflexion occidentale. Non, ils ont eu un système clé en main qu'on leur a offert, voyez, pour fonctionner. Et regardez, il dit en général ces lettres sont donc appelées les choses phéniciennes. C'est-à-dire que les Grecs n'appellent pas leur écriture l'écriture grecque. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire ils reconnaissent que franchement, ça ne vient pas de nous. Donc leur propre écriture même, ils appellent les choses phéniciennes. Vous voyez, phonékia. Parce que c'est de Phénicie qu'elles ont été introduites, mais à proprement, elles ont le nom de pélagique. Parce que ce sont les Pélages qui se sont, donc c'est le peuple qui était là avant eux, avant les Caucasiens qui sont venus comme des envahisseurs, eh ben c'est ce peuple-là qui avait commencé à utiliser ces formes d'écriture, donc ces caractères-là. Vous voyez, c'est extraordinaire. Maintenant, comme disait le professeur hier, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans cette affaire-là, c'est que si le A en phénicien, qui est Aleph, vous voyez, désigne bœuf, ça va donner alpha en grec, mais qui désigne rien. En fait, quand vous dites alpha, bêta, ça ne désigne rien du tout. Alors que ça a un sens dans la langue phénicienne, mais adapté à la langue grecque, ce sont des mots creux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on leur donne en fait une technicité et vous allez l'utiliser comme ça, point final. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un système qui n'a rien à voir avec leur mode de fonctionnement. Et, naturellement, comme la machine après du colonialisme va se mettre en marche, donc ils vont commencer à nous raconter des histoires. Toujours est-il que vous voyez, ici, vous avez toute la liste donc des signes phéniciens, vous voyez, qui descendent eux-mêmes de signes égyptiens. Vous avez le grec ancien, vous voyez, avec le Aleph va donner alpha, Bet va donner bêta, Gimel va donner gamma, comme l'a dit le professeur hier. Ça va engendrer le grec classique, mais en Italie, il y avait des Noirs qui vivaient là. Et ces Noirs, on les appelle aujourd'hui les Étrusques, qui avaient déjà reçu, de par les Pélages, la transmission de cette technicité. Et c'est comme ça que c'est cette langue étrusque-là, qui était déjà en fonctionnement, que les Européens vont trouver lorsqu'ils vont arriver en Italie. Et qui vont, à partir de là, faire le latin. C'est-à-dire, ils vont le transformer en langue de l'Empire romain. Mais vous voyez que personne ne nous a jamais dit que quand on disait Dominus Vobiscum, on était à la maison. Non mais c'est vrai. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi quand j'étais gamin, vous étiez dans certains milieux, les gens sortaient des noms latins, hein, des expressions latines, des choses extraordinaires, pour faire croire que waouh, ils étaient montés au-dessus des nuages. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient simplement à la maison. Puisque je dirais tout cela se rapproche beaucoup du Kikongo et du Chiluba, puisque c'était des peuples bantous qui vivaient là, et donc parlaient latin, et vous demandez à n'importe quel locuteur en Kikongo qui est professeur de latin, il vous dira que quand il enseigne le latin, il parle Kikongo. Et ça c'est encore un truc qui tue les Occidentaux, parce qu'ils ont fait un grand tour de manège, et ils sont retournés, déjà en tout cas sur le plan intellectuel, ils sont retournés en Afrique. En fait, ils n'y sont jamais sortis. Et que tout ce savoir qu'ils ont reçu depuis la base, c'est un savoir africain. C'est ça les enjeux, vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, il dit effectivement que le système alphabétique est acrophonique. Donc, on va prendre la première lettre du mot pour avoir le classement alphabétique. Et il dit, alors que nos propres chiffres ne nécessitent que 10 symboles, les chiffres alphabétiques grecs en ont besoin que de 9. Vous voyez? Et chaque valeur de base, pour chaque valeur de base, unité, dizaines, centaines et milliers, il n'y a pas de signe zéro ou similaire. Le système est additif, donc c'est ce qu'on va voir. Et au 5e siècle avant l'ère chrétienne, dans la région d'Athènes, en Attique, va arriver, vous voyez, un autre système qu'on prendra le temps de voir. Parce qu'il y a eu aussi 2 autres systèmes qui se sont... il y a un système qui a chassé un autre système à partir de 403. Maintenant, si on prend cet alphabet d'origine phénicienne adapté à la langue grecque, il y avait 24 lettres. Or, pour faire le système mathématique, il en faut 27. Donc, on a pris des caractères très probablement auprès des peuples qui étaient des peuples locaux, je parle des pelages, pour arriver à avoir un système complet. Alors voilà,
on va rajouter 3 lettres. Ces 3 lettres-là, c'est le digamma, vous voyez, donc qui a été rajouté, parce qu'on était à 24 lettres, il fallait passer à 27. Donc ça, c'est pour le 6. Le 90, ça va être copa, donc qui est une lettre qu'on va rajouter. Donc ça, c'est pour 90. Et dans la centaine, le 900, ça va être sampi. Vous voyez, donc c'est 3 lettres qui ont été rajoutées dans le système de numération pour pouvoir nommer donc maintenant tous les chiffres. Et donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà l'étude du professeur Chrysomalis. Vous voyez, on a donc une suite de lettres pour faire les valeurs des unités, une suite de lettres pour faire les valeurs des dizaines, une suite de lettres pour faire les valeurs des centaines, une suite de lettres pour les milliers et même ici des milliers. Donc si on veut écrire par exemple 622, ben, c'est très simple, hein. On prend la ligne des 100, on va à 6, vous voyez, et à chaque fois on respecte bien. Ici on a 60, on va dans la ligne des 6 pour 60 et on met, vous voyez ce que je veux dire par là? Donc le système il est comme ça. Sauf que, chose particulière, bon il faut quand même noter 2 petites choses. Pour les milliers, en fait on reprend la colonne des unités et on va juste mettre le petit asta sur le côté pour bien signifier que voilà, on est passé au niveau des milliers. Et la chose, vous voyez, on reprend toujours les valeurs qu'on a là-haut. Ici, on va rajouter le M pour dire qu'on est au 10 000. Donc, c'est-à-dire que voilà le système qui a été mis au point de manière à avoir un système de numération dans la Grèce antique. Donc ça, c'est important de le souligner. Chose particulière, c'est que comme ce sont des lettres, il faut pouvoir les identifier dans le texte. Donc le système qui a été retenu, c'est de faire une barre. Vous voyez, juste en haut comme ça. Ça veut dire qu'ici, les lettres que vous avez correspondent à un chiffre, en l'occurrence 33 ans ici. Donc ça, c'est le système qui permettait d'identifier dans les informations textuelles les chiffres. Chose encore particulière, c'est qu'après, vous voyez, à partir de 403, de Ioni est arrivé un autre système. Alors je vais vous présenter très rapidement ceci. C'est-à-dire que vous avez le penté, le delta, l'hécaton, le chiliwa et le miroir. C'est-à-dire que les valeurs, maintenant, vont être notifiées par des nouveaux signes, donc toujours avec les dizaines. Mais là, on va être introduit le système, ici, le penté, le 5. Et vous allez voir comment, en fait, ça permet de faire de donner la valeur du chiffre. C'est-à-dire qu'ici, le penté vaut pour 5. Vous voyez? Mais on veut dire 50. Et 50, c'est 5 fois 10. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la valeur de 10, qu'on va accrocher comme un pendu, en fait, dans le penté, et ça veut dire qu'on a 50. Vous voyez? Si c'est pour dire 500, ben même topo, on prend le 5, et on va prendre le H ici pour le 100, on va l'accrocher comme un pendu, et ça veut dire qu'on a 500. Donc voilà le système qui a été retenu pour pouvoir finalement nommer les chiffres. Donc vous comprenez bien qu'avec un tel système, c'est impossible de croire qu'on va pouvoir faire un ordinateur demain. Vous voyez? Bon, ça, il faut quand même le souligner. Et donc, ici, vous avez un chiffre qui est 1974. Vous voyez? Donc ici, vous avez le X qui vaut pour 1000. Vous avez remarqué que j'ai le 500, mais comme je dois aller à 9, j'ai rajouté 4 valeurs de 100. Hein, c'est très important ce que je vous dis parce qu'on va critiquer l'Égypte là-dessus, alors que le monde grec et le monde romain fonctionnaient par le fait de répéter une valeur. Vous voyez, par exemple, pour dire ici 400, on va répéter 4 fois le H, sachant que le H ici vaut pour 100. Donc il faut bien comprendre ça parce que c'est des critiques vraiment de bas niveau quand on arrive au niveau de l'Égypte que de répéter de telles choses. Bon. Chose particulière, c'est que maintenant on voit que le professeur d'Antandrea va faire des fouilles, donc en Égypte notamment à Abydos, dans la région d'Umm-el-Kalm. Il va s'intéresser à la tombe Ouji. Et il va trouver des matériaux extraordinaires qui va dater en 3400 de l'ère ancienne. Qu'est-ce qu'il va trouver? Un système d'écriture imagée, phonétique et syllabique qui fonctionne. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 3400, le niveau de technicité que les ancêtres ont déjà atteint pour l'écriture dépasse l'entendement. Parce que vous avez là du syllabique, je vais vous montrer ça, c'est extraordinaire, que le professeur avait eu l'occasion de présenter dans la revue Ankh. Vous avez ici des tablettes qui sont en bois, qui sont en ivoire. Vous avez de l'information qu'on a trouvée dans les tombeaux, accrochée très souvent à des jarres. Et la chose, c'est que ça donne une information dans un contexte où on va beaucoup plus loin que le pictogramme. Vous voyez, on ne peut plus parler de pictogramme parce qu'on a de l'écriture. Tout simplement parce qu'on a le serpent, vous voyez le serpent qui se dit Dieu d'une façon générale. On a les 3 montagnes, c'est un peu réel, qui se dit Djou. Et derrière, on a la zo Acre, qui est le symbole de la lumière. Vous savez que
Quand dans nos textes sacrés, on dit qu'une personne est béatifiée, heureux les béatifiés parce qu'ils sont rentrés au royaume des cieux. Bon, dans le texte égyptien, quand cette phrase est écrite, heureux les béatifiés parce qu'ils sont rentrés au royaume des cieux, quand on lit ce texte-là dans les textes de nos ancêtres, heureux les béatifiés parce qu'ils sont rentrés au royaume des cieux, les béatifiés, ça se dit acre. Vous voyez, accrou, on met le pluriel aussi. Vous voyez, donc, c'est pour montrer déjà que il y a quelque chose de particulier à la langue. Et donc, le ak signifie ici le lieu où la lumière apparaît. Vous voyez, donc le dieu qui est en complément phonétique, donc on a Djou-Ak, ça représente les montagnes orientales. Vous voyez, les montagnes de lumière, c'est-à-dire les montagnes où le rayon de soleil, le premier rayon de soleil, la direction de ce premier rayon de soleil, ce sont ces montagnes-là. Ici, vous avez l'éléphant Ab sur les 3 montagnes, donc Djou. Vous voyez, avec ici le symbole qui représente Djouti. Là, on est à Abdjou, c'est-à-dire la ville sainte. Vous voyez, donc ville sainte d'Ouziré. Et ici, on a toujours le serpent Dieu, les montagnes Djou et le symbole de la nuit, Guéré. Donc là, on est dans les montagnes Djou-Guéré, c'est là où le soleil va se coucher. Donc les montagnes occidentales. Vous voyez, donc on a de l'information. Et ce qui est extraordinaire, c'est que regardez, une information qui remonte à 3400, on est aujourd'hui en 2019, on peut l'interpréter, on peut la comprendre, on peut l'enseigner, on peut la traduire, c'est extraordinaire ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Un niveau de technicité pour l'époque, là, on est très très avancé dans l'écriture, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, chose particulière, c'est que le professeur Van den Brick, qui avait fait des fouilles, vous voyez en 1992, avait montré qu'au fil du temps, que l'Égypte avait des voisins, puisque l'Égypte a été là avant et les peuples sont arrivés après, on avait développé en fait 2 types d'écriture. Une écriture dite sacrée, donc les caractères divins, les Medunetcher, mais une écriture dite profane. Et c'est cette écriture profane qui est très étrange quant au fond, parce qu'on retrouve les caractères qui vont être exportés par les scribes égyptiens hors de l'Égypte. Vous voyez? Et quand il met signe sans prospérité, c'était surprenant parce qu'on voit le A, on voit le V, on voit le Y, on voit le H, on voit le X, on voit beaucoup de caractères, en tout cas de traits, de tracés qu'on utilise encore aujourd'hui et qui ont inspiré beaucoup de locuteurs donc à travers le monde. Maintenant, il faut savoir qu'au départ, effectivement, c'était un hiéroglyphe très imagé avec le bœuf et ça a fini par quelque chose de totalement désincarné avec la lettre. Vous voyez? Mais nos ancêtres ont été à l'origine de tout le processus d'évolution de cette écriture depuis le bœuf jusqu'à la fin, la lettre A. Vous allez prendre le temps de regarder ça. Alors, il y a une chose que disait le professeur hier, et c'était ce que je voulais illustrer, effectivement, c'est que, vous voyez, le cunéiforme n'a pas eu de suite. Le cunéiforme n'a pas eu de suite. Vous savez qu'il faut quand même expliquer aux enfants que le cunéiforme, il fallait de la boue, il fallait faire donc une plaquette en argile. Mais le problème, c'est qu'il y a une chose qu'on ne dit pas aux enfants, c'est que lorsque la navigation a commencé, on ne pouvait pas mettre un four dans un bateau. Parce que quand vous faites des tablettes d'argile, il faut un four pour faire sécher la tablette. Mais dans un bateau, ça devient risqué. Et c'est là que la méthode du papier, le support souple d'écriture africain, a pris le dessus jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, l'humanité écrit sur une feuille de papier. Le papier, c'est quoi? C'est quoi techniquement l'invention africaine? Le support souple d'écriture. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose que je peux enrouler dans ma main, je le déplie, je peux rajouter une information, je peux l'enrouler dans ma main. Ça, cette technicité-là, vous voyez, c'est un apport extraordinaire du monde noir à l'humanité, qui n'a jamais été dépassé jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est extraordinaire quand je suis dans les écoles, les enfants, une feuille de papier dans la main, je dis aux enfants, vous avez dans la main une des plus grandes inventions africaines, un apport inestimable à l'humanité. Les enfants ont la feuille de papier dans la main, ils me disent quoi, monsieur? Mon poignet, ma montre, mon machin. Et la feuille de papier dans la main. Vous voyez l'affaire? Moi, j'avais vu le responsable de Sciences et Vie qui avait fait un dossier sur l'invention de l'écriture en Mésopotamie, le cunéiforme. Vous voyez? Et il avait dans la main une feuille de papier. Je lui dis, mais passez-moi votre tablette. Et il cherche, il dit, mais tablette, vous voyez, à l'époque, il n'y avait même pas encore les tablettes tactiles. C'est pour vous dire que ça remonte à longtemps. Et
Je lui ai dit, passez-moi la feuille de papier. Il me dit, ah oui, la feuille de papier. J'ai dit, vous voyez, vous faites un numéro en disant que les tablettes d'argile de Mésopotamie sont plus anciennes et ont eu plus d'intérêt que l'invention africaine. Et quand je vous demande de me donner votre tablette, vous ne savez même pas de quoi je parle. Vous savez quelle a été la réponse du monsieur? Ma femme est réunionnaise. Je ne vois pas le lien entre ça et ma femme est réunionnaise. Bon, toujours est-il que vous voyez, en passant par le monde cananéen et le monde phénicien, cette écriture va se retrouver donc en Grèce par l'intermédiaire des Pélages, en Italie par l'intermédiaire des Étrusques, et c'est de là que ce latin qui descend de cette filière africaine va engendrer les lettres qui vont permettre d'écrire le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose qui est, somme toute, assez extraordinaire. Les caractères que vous avez là n'ont pas été inventés par le monde occidental. Vous voyez l'affaire? Et naturellement, c'est là où ça devient assez particulier quand on remonte le fil de l'histoire. Parce que de toute façon, nous rentrons à la maison, peu importe la direction, peu importe le sujet, comme tout vient de cette civilisation mère des civilisations qu'est l'Égypte ancienne, on se retrouve toujours à la maison. Maintenant, si vous prenez la direction au niveau de l'Orient avec l'amharique, vous voyez, on va se retrouver avec le nabatéen qui va engendrer l'arabique. Vous voyez, donc là, c'est à partir du moment où on va faire les cursives, l'hébreu moderne et même les scripts indiens. Vous voyez, puisque tout ça, ça fait partie de la même famille, donc à la base. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment cette invention africaine qui a été diffusée partout à travers le monde. Chose particulière, une fois à Toulouse, le doyen de l'université m'avait dit « Mais monsieur Omotoudé, vous n'avez aucune preuve archéologique que quelques Phéniciens que ce soit seraient venus apporter quoi que ce soit au monde grec. » Et je lui dis « Mais justement, il y a cette pièce de monnaie qu'on appelle la monnaie de Tyr qui s'appelle Cadmos transmettant l'écriture au grec. Mais regardez la date, 300 de l'ère chrétienne. C'est-à-dire qu'un fait qui s'est produit aux alentours du 2e millénaire de l'ère ancienne, vous avez non seulement un testament qui date de 300, mais vous avez aussi Nonos de Panopolis qui en parle en plus 500. C'est-à-dire que lui dit, Cadmos, lui, apportant à toutes les lattes des présents doués de paroles et de raison, fabrique des instruments qui correspondent au son de langage. Unissant les voyelles et les consonnes en une suite cohérente ordonnée, il dessine les signes d'écriture silencieuse sans être muette, car il avait appris dans sa patrie les mystères d'une science divine. Vous voyez, voilà comment les anciens témoignaient de cet apport-là. Alors, chose particulière, vous voyez, c'est que les signes graphiques que nos ancêtres ont mis au point, je vous dis, pour moi, ça, c'est un génie extraordinaire. Là, les ancêtres ont frappé fort. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont frappé très fort. Ils ont frappé très fort parce que, vous savez pourquoi les inventions africaines sont restées des inventions encore valables et utilisées encore aujourd'hui, et qui n'ont jamais été dépassées? Eh bien, je vais vous dire pour quelle raison. L'Africain a étudié d'abord comment a été conçu l'être humain dans sa dimension matière et antimatière. Il a étudié comment la main gauche dialogue avec la main droite. L'oreille gauche dialogue avec l'oreille droite. C'est-à-dire qu'il a étudié beaucoup de choses. Il parle d'oreille mâle, d'oreille femelle, de toute une série de choses, vous voyez, qu'on découvre à un certain niveau dans l'univers même de la médecine initiatique. Et voilà qu'il comprend que le cerveau a deux hémisphères. Un hémisphère qui va dialoguer avec les images, les couleurs et les sons, et un autre hémisphère qui va dialoguer avec les concepts abstraits. La chose, c'est que, est-ce qu'on peut concevoir un enseignement où tous les enfants acquièrent les connaissances en même temps? C'est-à-dire, il n'y a pas de premier de la classe, il n'y a pas de dernier de la classe. Eh bien oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on bâtit un système qui tient compte du fonctionnement donc, des enfants, eh bien, on arrive finalement à intéresser tous les enfants. Et je le dis parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, lorsque la France a commencé à prendre conscience qu'elle était très mal placée dans les classements internationaux d'apprentissage, le ministre a dit à la télévision une chose qui est au-delà du réel. Il a dit le problème que nous avons, c'est que nous avons élaboré notre pédagogie sans tenir compte du fonctionnement du cerveau des enfants. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire on est en train de gaver des oies
mais on n'est pas en train de faire l'objectif qui était celui des anciens, avoir des individus épanouis. Maintenant, quand vous prenez, regardez une chose, quand vous prenez un objet dans la nature, le bâtonnet, l'anse, la corde, la fleur de lotus, le doigt, et que vous affectez des valeurs mathématiques à tout cela, vous faites dialoguer les deux cerveaux de l'enfant. Et je peux vous dire que cette méthode-là, il y a des fois, je suis dans Grand Fond, Moule ou ailleurs, je vais prendre une pomme cannelle, je vais prendre un corosol, je vais prendre un citron, je vais prendre une orange. Est-ce qu'on va la faire? Et je vais affecter à tous ces fruits de chez nous-là des valeurs mathématiques. Après, je prends dans la calebasse des fruits que je lance sur la table. Je dis à l'enfant, dis-moi quel chiffre que j'ai fait. Les enseignants sont là, ils ne comprennent rien. Parce que depuis quand on lance des pommes cannelle, des citrons et des oranges sur une table et qu'on demande à un enfant de dire des valeurs mathématiques? Et les enfants viennent, ils disent, monsieur, c'est marqué 361. Et là, même le directeur d'établissement dit, mais attends, mais c'est quoi cette affaire? Des fois, on va dans la cour de récréation, on ramasse des amandes. On prend tout ce qu'il y a dans la cour de récréation. On dit, bon, l'amande vaut pour 10. Hein? Les biscuits vaut pour 1. Et on se retrouve à faire des mathématiques. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que s'il n'y a pas la dimension du jeu, hein, si l'enseignant ne sait pas voir dans la cour de récréation les mathématiques, hein, les outils mathématiques à sa disposition, je pense qu'il a oublié une seule chose, c'est d'être un enfant. Vous voyez l'affaire? Parce que ma mère a été enseignante, elle disait toujours, si tu n'as pas une âme d'enfant, tu ne peux pas être en relation avec des enfants. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est-à-dire qu'ici, vous avez 185, c'est-à-dire vous avez la valeur de 100, qui est représentée une seule fois, vous avez 8 fois la valeur de 10, et 5 fois la valeur du bâtonnet, 185. Donc tout ça, sur des objets qui sont très très anciens, qui remontent vraiment à l'aube. Vous voyez, ça, c'est des choses qui ont été trouvées par Gunther Dreyer, sur lesquelles les traits, donc ici on a 6, vous voyez, donc ça vaut pour des valeurs mathématiques, mais ici la corde enroulée vaut pour 100. Donc c'est-à-dire que là, on a déjà un système qui fonctionne. Et chose particulière, c'est qu'on le voit sur certains murs de temple, notamment à Karnak, on voit les représentations mathématiques, et vous savez que ce que vous voyez là, c'est ce qui est dans l'ordinateur d'aujourd'hui. Hein. Il faut le savoir, c'est ce qu'on va aussi vous démontrer dans le cadre du colloque. Dans l'ordinateur d'aujourd'hui, vous avez ça exact. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui est très simple. Chaque fois que vous ouvrez un ordinateur, vous rentrez dans le cerveau d'un Africain. Ça, il faut... Non, mais ça, il faut le savoir. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur provient du cerveau de l'Africain. Et ça, il faut le comprendre, on vous fera la démonstration dans le cadre du colloque. Alors, avec les enfants, on a ce genre d'exercice. Quel est le chiffre qui est écrit ici? Le gamin, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Il a la grille, on va lui donner la grille d'interprétation des valeurs, et il va nous dire, voilà, ben là, il y a 10 023. Et on voit tout de suite, vous voyez, 13 111, 1210, 1 201 010. Voilà, tout ça, ça va permettre à l'enfant de se familiariser avec un autre système de comptage et de valeurs mathématiques, qui nous permet après d'aller très vite, parce que méfiez-vous, avec nos ancêtres, c'est toujours facile au début, mais ça se complique après. Bon. Et donc, la tête de massue du roi Narmer a permis, vous voyez, de fonder qu'en 3200, au moment de l'intronisation et de l'unification donc des deux terres et de l'intronisation de Narmer, on avait un système qui fonctionnait. Parce que, voyez-vous, sur la tête de massue, il y a des valeurs mathématiques, et c'est ces valeurs mathématiques-là qui permettent de savoir que, déjà à l'époque, on a un système qui fonctionne. Vous voyez, ici, on a le prisonnier, la grenouille et 2 doigts, donc on a 120 000 prisonniers. Ici, on a le bœuf avec 4 grenouilles, la grenouille valant 100 000, on a 400 000 têtes de bétail. Ici, la chèvre avec l'homme assis, les bras levés qui vaut pour 1 million, les 4 grenouilles, les 2 doigts et les 2 fleurs de lotus qui valent pour 1000. Donc on a 1 422 000 bouquetins. 1 422 000, nous sommes en 3200. On vous parle de calculi en Mésopotamie, où un gars dit j'ai 3 chèvres et 30 vaches. Nous, on est en train de compter 1 422 000 bouquettes. Donc, je me dis, mais c'est quoi cette affaire de parler de calculi avec 60 poules, hein, alors qu'il y a un gars à côté qui est en train de compter 1 422 000. Bon. Maintenant, la chose qui se passe, c'est que Chrysomalis dit que l'Égypte ancienne a développé 3 systèmes d'écriture. Donc, il y a le monumental, qui est le plus ancien, mais après, il y a eu le hiératique, et après, il y a eu le démotique. Moi, ce qui me paraît toujours très étrange, c'est que personne ne veut jamais rentrer dans le hiératique et le démotique. C'est-à-dire qu'on fait comme si le système a toujours été écrit comme ça,
Alors qu'on voit bien que sur le papyrus, c'est toujours les mêmes mathématiques, mais notifiées en cursive. Parce que là, maintenant, le scribe cherche à aller vite. Donc, il va chercher des formes cursives pour faire les chiffres. Voyez? Donc, il dit qu'il y avait des signes numériques pour chaque exposant de disque qui pouvaient être répétés jusqu'à 9 fois, si nécessaire. Pour écrire le nombre traité, il était structurellement similaire aux chiffres romains et aux chiffres acrophoniques grecs, à ceci près qu'il manquait la sous-base kénaire, la base 5 de ces deux systèmes. C'est-à-dire que maintenant, on voit une chose. C'est qu'au départ, on a l'écriture monumentale, vous voyez, des anciens, Kamite. Ensuite, il va y avoir le hiératique, c'est-à-dire le vodopacnoptère. On va essayer de le faire très rapidement. Et le démotique va simplifier encore l'écriture hiératique. Donc tout le démotique va être une simplification à l'extrême de l'écriture monumentale. Et ça va se faire au fur et à mesure, puisqu'en 2700, on va commencer à mettre au point le hiératique, et le démotique, on va l'avoir à partir de moins 700. Ce qui est très particulier, c'est que comme c'est une écriture faite par les scribes, donc il y a des variantes, et ces variantes, à mon avis, ont eu des conséquences plus importantes qu'on ne pourrait l'imaginer. Je vais vous montrer ça. Alors voilà les évolutions, hiéroglyphique vers hiératique, et à la fin, le démotique. D'accord? Donc sur une période de 3 millénaires. Chose particulière, regardez, ici, vous avez un texte sur papyrus écrit en démotique. On est à la 26e dynastie. Vous voyez que c'est intéressant de voir comment les textes qui étaient autrefois en caractères hiéroglyphiques monumentaux sont aujourd'hui sur le papyrus écrits. Il faut savoir que n'importe quel témoin de Jéhovah, enfin accidenté de la route de Jésus-Christ, quand il arrive chez vous et qu'il vous présente un document le plus ancien, c'est toujours sur papyrus trouvé en Égypte. Hein. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est-à-dire c'est toujours un manuscrit trouvé en faisant des fouilles en Égypte, écrit sur papyrus. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Mais on ne vous dit pas quoi, parce que l'écriture en Égypte ancienne s'appelait Medou Netcher. Medou Netcher, ça veut dire les paroles, Medou Netcher de Dieu. Les paroles de Dieu. Et ce qui veut dire que les textes qu'on fait passer pour chrétiens existaient déjà. Mais la chose, c'est que nous étions dans une civilisation matriarcale. C'est-à-dire, il n'y a aucune femme qui est sortie de la côte d'aucun. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Parce que là, vous avez affaire à des gens qui considéraient que la femme avait sa place dans la société, dans tous les cercles de pouvoir et de connaissance. Ce n'était pas le conflit qui nous mène jusqu'au conflit aujourd'hui avec le féminisme et compagnie qu'on a en Occident. Nous, on avait déjà terminé avec cette affaire-là depuis très longtemps. Quand les Européens sont arrivés à l'époque de l'esclavage, beaucoup de femmes dirigeaient des royaumes. Vous voyez? Parce qu'on est en train de refaire le fil à couper le beurre, alors que c'est des histoires qu'on avait déjà réglées depuis très longtemps. Bon. Mais toujours est-il que, chose particulière, vous voyez, regardez ici une inscription en démotique. Donc, ce que vous commencez à comprendre, c'est que cette écriture-là est la base d'inspiration de l'arabe. Est-ce que vous commencez à comprendre l'affaire? C'est la base d'inspiration de l'arabe. Donc ça, il faut le savoir. Et donc, les textes que nous avions en inscription monumentale sont passés en hiératique. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de documents, de papyrus de mathématiques notifiés en hiératique. Le hiératique, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que comme c'est une écriture manuelle, il faut s'habituer à l'écriture du scribe. C'est-à-dire, il faut à la limite devenir spécialiste de tel scribe pour pouvoir comprendre les signes plus rapidement. Parce qu'il y a des variantes des fois entre les scribes. Maintenant, la thèse. Regardez, aspect mathématique, et ça c'est très souvent répété, la numération égyptienne est une numération additive et décimale dans laquelle il n'y a pas de zéro. Ce n'est pas une numération de position. L'inconvénient de ce système est que les grands nombres, comme 999, 1999, sont très longs à écrire. C'est totalement faux. Vous voyez, ça c'est totalement faux. Il faut savoir que nos ancêtres avaient notifié une façon très simple de noter des chiffres. On a la valeur principale, qui est la grenouille, qui vaut pour 100 000. Et ici, vous avez la corde enroulée qui vaut pour 100 et le bâtonnet qui vaut pour 1. Donc ça veut dire qu'il faut faire 101 000 fois 100 000. Donc ce qui est notifié ici, c'est 10 millions 100 000. Vous voyez? Ici, vous avez la grenouille qui vaut pour 100 000. Et vous avez 1, 2, 3, 4 bâtonnets. Donc vous avez 400 000. Et ici, vous avez le doigt qui vaut pour 10 000 et vous avez 7 bâtonnets. Donc, qu'est-ce que vous avez comme chiffre? Vous avez tout simplement 470 000. Donc,
le fait de dire que les gens répétaient, vous voyez comment c'est faux? Parce que là, vous avez des documents qui proviennent directement des papyrus de mathématiques. Vous voyez que c'est faux. Les ancêtres ont inventé des systèmes pour simplifier les chiffres. Vous voyez? Bon. Ce qu'il y a d'extraordinaire, comme disait le professeur, c'est que le 0, on l'a retrouvé. Et c'est Auguste Mariette, qui est un Français, qui a fait des fouilles, vous voyez, dans la région de Thèbes, qui a trouvé un scribe comptable royal qui s'appelait Néferhotep, aux alentours de 1700 de l'ère ancienne, qui a notifié le 0. Vous voyez? Et un 0 qu'on appelle, donc qui est notifié sous la forme du Néphérou. Néphérou qu'on entend comme bon, parfait, mais qui sous-tend, en fait, une exactitude de résultat, quelque chose de bien. Vous voyez, c'est parfait, c'est bon, c'est très bien. Donc, qui fait que on voit que dire qu'il y avait une absence de 0 en Égypte, c'est faux. D'accord? Donc, ça fait beaucoup de choses à rectifier. Maintenant, la chose, c'est qu'il y avait des fractions mathématiques. Les fractions, c'est très simple à faire avec les enfants. Moi, quand je suis à l'école primaire, je fais les fractions avec les enfants très simplement. On a la bouche, vous voyez, je mets 2 doigts, ça veut dire tout simplement un demi, un tiers, un quart, un dixième. Bon, les enfants comprennent ça très vite. Il suffit que je mette 3 doigts, ils disent voilà, c'est un tiers. Donc, et à partir de ce moment-là, vous voyez, on a toujours les mêmes calculs avec les valeurs en dessous, mais dès que j'obtiens la bouche, ça veut dire que j'ai un chiffre après la virgule. C'est comme ça qu'on a introduit la notion de chiffre après la virgule, c'est-à-dire toutes les valeurs en dessous de 1. D'accord? Donc ici, on va avoir 704 314,33 et des gamins de CE1 vont vous donner le résultat sans aucun problème. Vous voyez? Et ici, on va avoir 112 000,66. Donc, voilà comment les choses vont être notées très simplement, c'est-à-dire que l'apparition des chiffres après la virgule au niveau des calculs. Alors, maintenant, l'évolution de l'écriture va être intégrée au hiératique, au démotique. Vous voyez? Donc, le hiéroglyphique, par exemple, on a des bâtonnets, et le hiératique et le démotique, on va commencer à écrire des lettres. Ah ben, vous savez que là, ça montre vraiment la mauvaise foi des historiens, parce que c'est fini, vous allez comprendre la chose. Voilà. C'est-à-dire que les chiffres qui étaient notés sous la forme de bâtonnets avec des anses vont être notifiés maintenant directement en cursive. Voyez-vous? Et cette notification en cursive, vous voyez, ça va donner le hiératique ici. Et donc, pour écrire 60, on ne va plus répéter 6 fois 10. Hein. On va écrire 60 directement, 70 et compagnie. Vous voyez? Donc, voilà comment on va écrire 1328. On ne va pas répéter 3 fois 100. C'est fini, hein? À partir du hiératique, c'est fini. Ces choses-là, ça, ont disparu. Et donc, là, ils ont trouvé la façon suprême de notifier un chiffre sans répéter plusieurs fois, sans mettre les bâtonnets en dessous, c'était terminé. Donc, vous voyez, les unités dont parlait M. Chrysomalis, effectivement, on a la ligne des unités jusqu'à 9, la ligne des dizaines jusqu'à 90, la ligne des centaines jusqu'à 900, et c'est comme ça que le système va fonctionner et que les Grecs, en arrivant, vont trouver ce système-là en fonctionnement. Ici, vous avez les hieratic numerals, donc les chiffres du papyrus Kaoun, d'accord? Et là, vous avez du papyrus Harris. Tout ça pour vous montrer que, effectivement, le scribe, hein, il y a quand même sa façon de faire, de notifier les chiffres. Maintenant, le professeur Chrysomalis montre que, mais regardez, si je veux ici noter 4637 en démotique, je vais utiliser le même système que le grec. Vous voyez? C'est-à-dire que j'ai ma valeur 4000, ici j'ai les milliers, ben je vais remonter à 4000, vous voyez, 4000, j'ai mis 4000. Et après, j'ai 600, je vais remonter à valeur 6, vous voyez, et je mets mon 600. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la même chose, mais sauf que ça a été fait avant. Est-ce que vous voyez l'affaire? Ça a été fait bien avant. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on a ici la preuve que les Grecs et les Romains, en fait, avaient tout simplement copié le système de notification des chiffres de l'Égypte ancienne. Maintenant, je voudrais terminer avec ça, parce que moi, il y a une chose qui m'a paru très étrange, et je laisserai le professeur Adjamabou en parler dans le cadre du colloque, c'est, vous voyez, les chiffres arabes, des chiffres dits arabes. Quand j'ai vu 1, 2 et 3, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça c'est le démotique égyptien. Mais pour les centaines, regardez. Si vous prenez ici, vous voyez, vous avez pour les centaines 100, 200, 300. Vous voyez que la petite branche, vous voyez, vous avez le scribe qui fait tac tac, comme un Y, tac tac tac, et il fait la petite courbure. Et si vous prenez, voyez-vous, si vous prenez les chiffres dits arabes, vous retrouvez exactement la même démarche. Vous voyez, c'est-à-dire cette petite courbure là, vous voyez, donc en fait ils ont inversé la petite patte, mais en fait on voit bien que dans le démotique
égyptien, on a déjà l'inspiration des caractères dits arabes. Donc en fait, il faut revoir l'historiographie à ce niveau-là parce que la personne qui voit ça naturellement, ça l'inspire. Hein, c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Maintenant, si on prend les valeurs hiératiques, on a quelque chose encore de très étrange qu'avait soulevé Jean-François Champollion, c'est qu'on a un hiératique et un démotique, les chiffres qu'on utilise aujourd'hui dans leur système de notification. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Mais là, regardez, démotique et hiératique, ordonal, c'est-à-dire que vous êtes en Afrique. Donc, vous voyez que ces chiffres-là, dans leur notification, apparaissent en Afrique à une époque où le monde occidental n'existe pas. Vous voyez l'affaire? Et le monde arabe aussi, hein. Et le monde juif. C'est-à-dire ces mondes-là n'existent pas, ne sont pas constitués en tant que vraiment civilisation, que vous avez ceux qui vont utiliser par la suite et qui vont venir nous apprendre comme étant des choses venant d'eux. Vous voyez, donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de revenir sur ces choses-là et de montrer à quel point les savoirs de l'Afrique sont considérés tellement comme des choses tellement puissantes que celui qui l'a reçu manque d'honnêteté pour pouvoir restituer la vérité. Et il cherche à travestir cette vérité. Et la seule solution, comme disait le professeur Diop, c'était de nous armer de science jusqu'au bout et de remonter la documentation jusqu'à la source pour débusquer tout simplement la vérité. Voilà, je vous remercie mes très chers, c'est gentil. Nous passons sans plus tarder aux questions. Oui, c'est gentil. Alors, attendez, excusez-moi de revenir sur mes notes. Je reviens sur une partie, hein, Oui. c'est une partie de l'alphabet. C'était au moment où vous parliez de la façon dont était écrit, par exemple pour le mot montagne orientale et montagne occidentale. Oui, totalement. Alors là, c'est une question un peu personnelle, mais ce serait pour savoir, par exemple, si pour écrire montagne, il faut mettre donc le serpent, si j'ai bien compris, et un petit dessin de montagne. Si par exemple on voulait écrire montagne de feu pour volcan, pour volcan, est-ce que ce serait montagne de feu par exemple? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce sont des signes idées. Mais le signe idée introduit le son. C'est-à-dire ce qui est prononcé par la voix doit être lu par le choix du signe idée. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la démarche du pictogramme où on a le dessin des toilettes, mais ce n'est pas écrit toilette. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'on déduit que ce sont les toilettes, mais ce n'est pas écrit toilette. Là, on rentre dans quelque chose où on a le signe idée, mais qui capture le son. C'est pour ça qu'on ne peut pas en parler comme si on parlait de pictogramme. Vous voyez, je dis ça, j'ai la chair de poule. On ne peut pas en parler comme ça, parce que là, on est beaucoup trop avancé dans la technicité de l'écriture pour en fait pour en parler comme si ce sont des pictogrammes. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc oui, c'est ça qui est important. Donc à partir de ce moment-là, lorsque le Dr Dreyer a vu les tablettes et a interprété, parce qu'il faut savoir que le pluriel en égyptien ancien, c'est 3. Vous voyez? Et on a le symbole de 3. Le serpent qu'on a ici, effectivement, qui est le dje, vous voyez, il faut le prendre un peu comme une espèce de complément phonétique. Des fois qu'on a dans certains signes, mais les 3 montagnes ici notifient clairement un pluriel. Ça, c'est clair. Djou, là, c'est véritablement un pluriel. Mais la cité s'appelle Abdjou. Abydos, c'est Abdjou. Et on met un éléphant sur 3 montagnes. L'éléphant, c'est Ab. Et les 3 montagnes, c'est Djou. Donc, il faut arrêter, là. Là, on n'est pas dans des pictogrammes. Hein. C'est ça, il faut comprendre l'affaire. C'est-à-dire que là, on est dans une graphie qui va capturer le son de ce qui est dit. Et ça, c'est prodigieux. Vous voyez, je dis ça, j'ai la chair de poule. Oui, professeur. Mon voisin m'a dit que votre élève est brillant. J'ai dit que l'élève dépasse le maître. Oui, sa question a un sens. Oui, sa question a un sens. C'est-à-dire que vous avez le serpent, que vous prononcez Dieu, oui, et vous avez la montagne aussi,
qui a Dieu. Dieu, il y a aussi Dieu dedans. Donc je devrais lire Dieu, Dieu. Or, je ne lis pas Dieu, Dieu, je lis simplement Dieu. Donc l'un des Dieu sert simplement à renforcer l'autre Dieu. Donc, voilà pourquoi on ne le prononce pas. Ça s'appelle, comme a dit Omotunde, un complément phonétique. C'est ça l'écriture égyptienne, est très compliquée. Quand vous écrivez Kemet, normalement, dans les hiéroglyphes, si je veux réellement transcrire, c'est 2 M. K-M-M-T. Kemet. Or, nous transcrivons K avec un seul M. Mais c'est que l'autre M sert à renforcer celui qu'on prononce. Il est complément phonétique simplement. Voilà pourquoi Champollion finalement était un génie. Parce qu'il ne prononce pas Juju. Il dit seulement Ju une seule fois. L'autre est complément phonétique. Donc on ne dit pas Kemet avec 2 M, on dit Kemet avec un seul M. L'autre M qui est écrit, on ne le prononce pas. Il sert à renforcer celui qu'on prononce. C'est un complément phonétique. Voilà pourquoi il dit il y a Ju et puis à Ju pour que vous ne disiez pas Juju. Pour que vous ne prononcez pas le serpent. Le serpent est complément phonétique simplement. Et l'autre chose aussi, professeur, qui serait intéressant, c'est le fait que ici on a le nom d'une cité. Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai. Oui. Voilà. Excusez-moi. Bonjour. Merci, professeur. Mais comment le cerveau humain, postérieurement à ces fouilles, à ces trouvettes, à ces trouvailles, a pu rentrer dans la dynamique qui a été faite par des cerveaux il y a plusieurs millénaires. Parce que ça, c'est un truc qui est... vous êtes obligé de nous donner des explications pour pouvoir rentrer dans ce système-là. Ça signifie que la première personne, le premier humain, après des millénaires, qui est rentré dans ce système-là, ça suppose qu'il a eu une espèce de... une clé qu'il a trouvée pour pouvoir rentrer dedans. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, nos ancêtres... C'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Oui, mais nos ancêtres disent que la connaissance de l'écrit est quelque chose de divin. C'est-à-dire qu'il y a eu un être divin qu'ils ont appelé Djéouti, que les Grecs ont appelé Hermès Trismégis. Vous voyez, Thoth. Et que c'est lui qui a voulu, dans une intention de permettre à l'humanité de changer de paradigme et d'avoir un paradigme, celui de la civilisation, qui a légué la connaissance permettant de fixer sur un support un son, c'est-à-dire ce qui était dit. Et c'est pour ça que, comme c'était une chose qui n'était connue qu'en Afrique, vous savez, il faut comprendre une chose, l'homme moderne aujourd'hui, on vous dit qu'en Afrique, il y avait des hommes modernes en 350 000 ans. Quand vous regardez, au moment où les hommes modernes vont... Parce que quand on vous parle de Néandertal, mais arrêtez de raconter des histoires. Il y a des hommes modernes en Afrique, depuis plusieurs centaines de milliers d'années, qui produisent des matériaux de connaissance. On vient vous fatiguer avec Néandertal, qui n'a pas les mêmes ADN et la même constitution que nous. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais il va développer un certain nombre de savoirs et un certain nombre de technicités. Et chaque fois qu'il aura l'occasion d'aller présenter cette technicité à d'autres peuples, les peuples vont être mais carrément subjugués. Il faut voir qu'avant, les Européens que vous avez là n'ont jamais eu de civilisation. Toute leur civilisation, c'est la civilisation africaine à partir de la basse époque. Mais excuse-moi, oui. Juste un complément. C'est-à-dire que j'ai l'impression, oui. J'ai l'impression que là, on a à la fois l'écriture et la phonétique. Oui. Alors que dans les langues modernes, on a d'un côté l'écriture, de l'autre côté la phonétique. Totalement. Tandis que là, il y a le souhait. Parce qu'il faut comprendre une chose. Hein. Nos ancêtres ont considéré cette écriture-là comme sacrée parce qu'elle exprime des notions que l'écriture textuelle n'exprime pas. La montagne, quand on dit Djou, c'est l'élévation. Vous voyez l'affaire? Il faut imaginer le soleil qui apparaît au-dessus de cette montagne. Et on va le voir apparaître avec les rayons. Donc, cette idée d'élévation, c'est quelque chose de très important dans le fait de notifier cette montagne-là, en particulier. Même chose quand on a ici Abdjou. Parce que c'est la ville sainte. Abydos, c'est la ville sainte. C'est-à-dire, avant d'avoir Jérusalem qui a joué en deuxième division, il y avait la première division.
Et la première division, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les gens, quand ils cherchent la ville sainte, ils vont à Abydos, parce que c'est là où il y a la cité sainte. Hein. Et donc, Abdjou, vous voyez l'affaire, c'est cette montagne d'élévation avec la notification de l'éléphant qui représente la sagesse, quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des évocations sous-entendues par le choix de la graphie et de la représentation de la chose qui servira à noter, parce qu'il aurait pu utiliser d'autres choses, mais il va utiliser ça. L'ibis qui va représenter là, c'est le symbole de Thoth. Mais ça veut dire que c'est une cité où quand on va là, c'est pour la connaissance du sacré, la relation entre le fini et l'infini. Donc vous ne sortirez pas indemne de là. Voilà, c'est ça. Oui. Si j'ai bien compris sa question, c'est que vous avez la langue, par exemple la langue française ou l'allemand, la langue. C'est ça, non? Puis d'autre part, vous avez la phonétique. Donc ça fait deux choses. Tandis qu'en égyptien, apparemment, il n'y a que la langue sans phonétique. Voilà. C'est que la langue, c'est des sons vocaux qu'on émet. Si ces sons que j'émets font un sens pour vous, vous êtes dans le système, vous pouvez comprendre. Mais si vous entendez des sons et vous n'êtes pas dans le système de signification, vous ne comprenez pas. Je dis Onyanga Abini. C'est ma langue maternelle, je dis je salue à vous, vous n'avez pas compris. Voilà, parce que vous n'êtes pas dans le système. La langue, c'est des sons. Et c'est la phonétique, au laboratoire notamment, qui doit déterminer l'endroit où vous prononcez exactement l'appareil phonatoire. Parce que le nez joue, les lèvres jouent. Vous ne pouvez pas prononcer le B, là, sans les lèvres, c'est impossible. Donc c'est une lettre labiale. Il faut que j'ai les langues, et puis j'explose un peu, B, et le peu, je n'explose pas. Il n'est pas sonore, il est sourd. Le B est labial et sonore. Il faut le B, il faut qu'il y ait le son qu'on entend. Donc on étudie exactement l'arabe d'avant le guttural, le G. Au fond, là, il y a les dents. Sans le dent, je ne peux pas prononcer le D ou le T, les dents jouent. Le nez joue pour les nasales, etc. Tout l'appareil phonatoire joue. Physiquement, physiologique, je peux déterminer l'endroit exact. Maintenant, l'écriture, c'est quoi? Il faut que je symbolise ce son-là par un signe de convention. Alors, c'est difficile de faire exactement comme la nature. Hein? Voilà pourquoi la phonétique, les sons, la phonétique est toujours approximative. Par exemple, même le A, il y a le A de pâte, je dois mettre l'accent circonflexe. Il y a le pâte, il y a beaucoup des nuances qu'on n'arrive pas toujours à représenter graphiquement exactement. C'est ça, c'est la difficulté là. D'où l'alphabet international. C'est compliqué de représenter par un signe exactement le son là où il se prononce. C'est toujours une convention. Pourquoi ce système-là n'a pas survécu? Non, mais par contre, l'Égypte n'a pas cette difficulté, justement. C'est ça. Et pourquoi il a... Ah, mais c'est le génie égyptien. Quand vous dites Djou, vous le prononcez avec votre muscle, etc. L'Égyptien le représente graphiquement Djou, sans ambiguïté. Tandis que en Europe, je peux le prononcer avec ambiguïté. Je peux le présenter graphiquement avec ambiguïté. L'Égyptien ne le fait pas. Tu prononces Djou, le signe que tu lis, tu dis Djou sans ambiguïté. Donc il fait à la fois la phonétique, l'appareil phonatoire et la langue en même temps. Et c'est difficile de faire ça avec nos langues. Hein. Actuellement, on n'a pas pu faire ça après. Mais est-ce qu'il y a des langues on n'a pas pu faire qui existent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des langues africaines existantes aujourd'hui qui ont perpétué ce système-là? Est-ce qu'on retrouve
ce genre de, enfin, ces modalités dans des langues actuelles qui sont pratiquées en Afrique? Ce n'est pas question des langues, c'est que si vous avez par exemple le Bamoun, la langue du nord du Cameroun, et ils ont leur propre écriture. Donc ils n'emploient pas les signes que nous employons là pour représenter leur son. Ils ont leur propre écriture pour représenter leur propre son. Et à ce cas-là, il peut y avoir mariage parfait entre les sons et les signes qui représentent les sons. Entre le son et la phonétique. Oui, entre les signes qui représentent les symboles graphiques qui représentent les sons et les sons. Absolument. Parce que c'est difficile, il faut d'abord avoir vos propres signes à vous aussi. Par exemple, le chinois n'a peut-être pas ces difficultés, parce qu'il a ses propres signes. Or, les signes que nous avons, l'arabe a ses propres signes. Voilà pourquoi il est difficile même d'écrire l'arabe avec les signes du latin. Là. Hein, c'est difficile. Muammar Kadhafi, il ne prononce pas comme ça. Il prononce Kadhafi, des choses comme ça. Là. Comment vous allez écrire Kadhafi dans la phonétique? Vous ne pouvez pas. On est obligé d'écrire DH, mais on prononce toujours Kadhafi. Mais les Arabes ne prononcent pas Kadhafi. Tu vois? Mais c'est si bien que c'est difficile ça. Mais les Égyptiens, précisément, c'est vraiment génial. Leur langue, le son de leur langue, même sans écrit, le son que tu entends, plus le signe qui représente ce son, il n'y a pas de divorce, c'est parfait. Il faut voir exactement si, par exemple, les langues Veille, ils ont leur écriture, les langues Toma au Libéria, et les langues Bambara ont leur écriture, les langues qui ont leur écriture en Afrique. Bon, et parce que ceux qui ont inventé ça, c'est en fonction de leur langue. Il faut voir, étudier, est-ce que ce son de votre langue, c'est le signe qui le représente? Est-ce que le signe est sans ambiguïté, sans ambiguïté? Ils disent oui. Comme le signe Ju, il n'est pas ambiguïté. Dès que je le vois, je lis Ju. Et le son est aussi Ju. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ailleurs, il y a l'ambiguïté parce que c'est difficile de représenter exactement par graphie le son. Parce que parfois, il y a des sons compliqués. Il y a des sons simples. Par exemple, Mbemba. Les Français n'arrivent pas à dire Mbemba. Ils disent MB. Mbemba. Tu vois? Ils n'arrivent pas à dire. Hein? Même Mobutu, il prononçait Mobutu. Tu vois? Oui, ils ont des difficultés à faire. On n'a pas la même. Ils n'ont pas besoin des lettres. C'est compliqué. Quand je dis par exemple Ndinga, ce n'est pas le D, ce n'est pas Dinga, c'est Ndinga. Le D est mouillé. Les Français n'ont pas ça. Hein? C'est bien qu'ils prononcent le Benga par habitude, mais en fait, ils ne prononcent pas bien. Parce que le G est mouillé. Ils n'ont pas ça dans leur langue. C'est au Bengang. Le GNG. Ils n'ont pas ça en français. Donc, ils n'arrivent pas à prononcer tous les joueurs. Hein? Les joueurs qui jouent. Sauf peut-être Mbappé. Mais parfois, ils disent MN Mbappé. Guylaine MN. Ils prononcent d'abord le M. Parce qu'ils ne peuvent pas coller le M et le P. Ils ne peuvent pas coller ça. Ça n'existe pas dans leur son. Donc, présenté, graphiquement, ils n'arrivent pas à lire ce son ainsi présenté. Donc, ils préfèrent lire M Mbappé. Merci, professeur. Excusez-moi, Voilà. Enfin, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que lorsqu'on est dans les confréries initiatiques, on voit qu'il y a des tables de la loi, c'est-à-dire des textes écrits. Et il y a une chose qui est un peu particulière, c'est cette espèce de croissant qui est un peu comme le croissant de lune. Vous voyez l'affaire? Ce croissant de lune-là, il ne se lit pas simplement comme un croissant de lune. Quand le jeune néophyte rentre dans la confrérie, il est un peu comme ce premier quartier de lune qui va vers la lune montante. Vous voyez l'affaire? Et la façon dont c'est dit dans cette confrérie-là, on désigne la lune montante en fait. C'est pour ça que la graphie, elle est importante, on ne peut pas l'enlever. Parce que après, quand on l'a vu pour Néfertari, Ahmès Néfertari, en fonction de son âge, on va représenter le croissant de lune, soit on parle d'elle quand elle est jeune, soit on parle d'elle quand elle est déjà âgée. Et on a vu que les égyptologues occidentaux ne comprenaient pas
ces différences de graphie pour le nom de quelqu'un, il s'agissait de la même personne. Vous voyez? Et c'est Aboubakar Salam qui a montré que non, en Afrique, les graphies permettent, quand tu nommes le nom de la personne, de dire est-ce que c'est à l'époque où il était enfant, est-ce qu'il était adulte ou est-ce qu'il était âgé. Donc c'est pour ça que la représentation du signe, c'est extrêmement important. Puisque quand on a dit le nom de la personne, on n'a pas ces informations-là. Voilà, c'est gentil. Oui? Bonjour. Bonjour. Je vous remercie parce que c'est fantastique tout ce que vous êtes en train de dire. J'adhère vraiment. Et moi qui suis carteronne amérindienne, je retrouve énormément de similitudes entre les civilisations mayas, aztèques, zapotèques, toltèques et les civilisations africaines. Que ce soit par les glyphes, où on retrouve effectivement, nous on a l'horizontal pour le 5 et on a un point pour le 1. Oui, totalement. Et on continue comme ça, etc. Donc on retrouve les mêmes glyphes, en quelque sorte. On retrouve également les mêmes cosmologies. Je parle des Dogons, là, beaucoup plus. Mais ma question, c'est par rapport au zéro, parce que monsieur en a parlé hier soir, très succinctement, en faisant une parenthèse avec les Mayas. Enfin, oui, avec les Mayas d'ailleurs. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur ce que vous, ce que j'ai en montré Afrique, dans la thèse et l'antithèse. Comment vous considérez ce zéro? Dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la thèse et l'antithèse, c'est ça? Un peu, oui. Je vais aller un peu plus vite, quand ils ont parlé de ça. Alors. Et puis, j'aimerais savoir aussi si vous êtes intéressé justement à cette partie du monde, parce que je vois que vous parlez beaucoup de l'Europe, des pays qui sont autour de l'Europe, mais pas trop de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord, où les civilisations finalement sont un peu différentes de l'Europe, enfin, voire beaucoup même, mais par contre très similaires avec l'Afrique. Totalement. Et moi, je l'ai retrouvé dans la cosmologie, donc Maya, Aztèque et Inca, dans la civilisation Dogon. Et j'aimerais savoir si vous avez l'intention de vous intéresser à cette partie du monde pour ces similitudes. Totalement. Alors la première chose, effectivement, pour la partie 0, c'est que c'est un Français qui s'appelle Auguste Mariette, qui a fait des fouilles dans des tombeaux et qui a spécifié que pour savoir à qui appartient le tombeau, il faut regarder des objets. Et sur ces objets, on a le nom du propriétaire. Donc sur un certain nombre d'objets, il a vu que revenait constamment un seul et même nom, c'est le nom de Néferhotep. Bon. Mais là, les papyrus boulaks, ce sont des papyrus de comptabilité. C'est-à-dire, tous les boulaks, ce sont des papyrus de comptabilité. C'est la comptabilité royale de Thèbes, de Wasset. Et chose particulière, pour vous dire les choses et vous raconter la petite histoire, c'est que c'est deux égyptologues qui discutaient dans un forum, vous voyez, il y a très longtemps, et un a dit, il semblerait qu'il y ait eu un 0 qu'on pourrait trouver dans un papyrus boulak. Et c'est comme ça que nous sommes partis en quête de ce papyrus boulak. On a trouvé le papyrus boulak 18. Et chose particulière, il fallait identifier sur le papyrus boulak 18 les 0. Mais Sir Alan Gardiner, qui avait traduit en anglais le papyrus, nous a permis en fait de remonter la source jusqu'au moment où j'ai pu identifier le 0 écrit en hiératique sur le document avec l'équipe diopienne. Quand on a demandé, je dirais parce qu'au départ on a eu la traduction de Sir Alan Gardiner qui était en anglais, mais on ne savait pas s'il y avait un espace vide ou s'il y avait une graphie. Ça a été très compliqué et il a fallu faire appel aux frères africains-américains des grandes universités pour obtenir le document, une copie du papyrus boulak 18. Ce que nous avons obtenu, et c'est donc on a été à la page, il fallait la retrouver. Effectivement, on a vu qu'il y avait une graphie là où il était notifié le 0. Et cette graphie, effectivement, c'était bien le Néphérou. Donc, chose particulière, c'est que ce 0 existe dans la construction. Le professeur Dieter Arnold a montré qu'il y a la ligne 0, la ligne au-dessus de 0, dès que la construction elle monte, et la ligne en dessous de 0, qui fait qu'on a là les mathématiques positives et négatives, c'est-à-dire les grilles d'évaluation, ce qui va donner le nilomètre d'Aswan. On va pouvoir savoir calculer le niveau de l'eau, savoir est-ce que le niveau est normal, est-ce qu'il est trop monté ou trop descendu. Donc tout ça, ça fait partie des choses où on voit qu'il y a un univers d'utilisation du 0. Et ce 0 est d'autant plus conceptualisé dans la tradition des anciens
que Dieu même, qui est le un, le Netcherwa, c'est-à-dire le Dieu unique, provient d'un antécédent qui est le Nun. C'est-à-dire le Nun qui a une espèce de placenta qui va tout simplement donner naissance, c'est-à-dire mettre au monde Dieu lorsqu'il va prendre conscience de lui-même. Donc il fait que la conception d'une antériorité à un est fondée dans la réflexion et la pensée égypto-nubienne. Et ça, on le voit à tous les niveaux. Maintenant, c'est vrai que, vous savez, on a eu... moi, je vais vous dire une chose. Vous savez que dans toute cette région caribéenne, l'histoire réelle de cette zone sud-américaine est un sujet tabou. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les Noirs, en termes de démographie, il y a la deuxième région après l'Afrique où il y a énormément de Noirs, c'est le Brésil. Après, vous avez les États-Unis. Après, vous avez tout le bassin sud-américain et la Caraïbe. Démographiquement, il y a eu une poussée démographique du monde noir dans tout ce bassin-là, qui fait que ceux qui étaient venus pour organiser l'esclavage et la colonisation, eux sont en régression démographique. Et lorsqu'il y a des élections, ils se retrouvent à faire du social, c'est-à-dire ils disent à partager notre argent. Parce que quand Obama dit qu'il faut faire l'Obamacare, vous voyez, c'est-à-dire mettre en place un système de santé, le riche dit quoi? Partagez mon argent. Et c'est la même chose au Brésil. C'est-à-dire, vous mettez Lula, Lula dit, il faut que tous les Brésiliens puissent manger 3 fois par jour. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve à faire des politiques sociales dans des pays dans lesquels ça n'avait jamais été fait. Donc, il faut bloquer au maximum la poussée, je dirais, de la prise de conscience noire dans ces régions. Et c'est pour ça qu'en Guadeloupe et en Martinique, je peux dire que ce sont des sujets tabous. Le professeur Jean Mazel, qui a fait partie d'un grand colloque, dans lequel on a montré que les premiers habitants de l'Amérique, ce sont des Noirs. Il a apporté les documents à Aimé Césaire en Martinique. Non seulement il n'y a jamais été fait état de ces documents-là, mais en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais eu de débat, et pourtant il y a des débats en Amérique du Sud sur ces questions de la présence noire. Je vais vous donner un exemple. Les Français ont toujours combattu l'idée qu'il y ait dans ce bassin caribéen, eu une présence africaine. Sauf qu'en 1975, à Porto Rico, on a trouvé des tombes. Et ces tombes-là, effectivement, sont des tombes africaines de gens qui sont venus avant Christophe Colomb. Maintenant, il y a à peine 2 ans, lorsqu'on a interrogé la directrice de l'Institut d'archéologie de la Guadeloupe, elle dit qu'en Guadeloupe, on trouve plusieurs types de tombes, dont des tombes contenant un canidé orienté, un peu comme si le canidé avait pour vocation de guider le défunt dans une région précise dans l'au-delà. Mais c'est qui le canidé qui guide le défunt dans l'au-delà? C'est Anubis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient porteurs de l'antique tradition qui ont été enterrés en Guadeloupe. Et qu'il ne faut pas confondre les tombeaux des Noirs venus après Colomb et les tombeaux des Noirs venus avant. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais compte tenu du fait qu'on donne des subventions pour ceux qui font la promotion des Amérindiens. Mais dès que vous commencez à parler des Africains, vous n'avez aucune subvention, vous voyez l'affaire, et que je vois même que certains élus font plutôt le moonwalk quand il faut parler de ce genre de choses-là, vous voyez l'affaire, puisque certains me disent quel sujet on peut faire en termes de conférence, quand je leur donne ce sujet-là, moonwalk, tout le monde part en marche arrière. Vous voyez l'affaire? Et ça, je ne dirais pas qui, mais ce sont des choses qui se produisent chez moi. Bon, toujours est-il, moi, j'ai été à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai été voir les Bonis, qui sont ces Africains qui sont arrivés donc en Guyane et qui sont partis dans la forêt. Le souverain des Bonis nous a dit, le doyen de Béfa-Collier était avec moi, que quand les Africains sont arrivés dans les bois, ils sont tombés sur des Amérindiens. Et au début, la rencontre a été un petit peu musclée. Mais il a fallu faire comprendre aux Amérindiens qu'ils n'allaient pas faire demi-tour, parce qu'ils sont venus là pour rester. Donc il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Et quand ils ont réussi à s'asseoir pour discuter, le roi, je vous dis, le souverain actuel m'a dit que ses ancêtres ont demandé aux Indiens, est-ce qu'ils sont souverains de tout ce territoire-là, c'est-à-dire tout le territoire leur appartient, donc de manière à créer les conditions de vivre ensemble. Et la réponse des Indiens qui étaient dans les bois leur ont dit non, non, il y a des Noirs qui sont vos ancêtres qu'on appelle les Hippokus, qui sont beaucoup plus en haut de la montagne. Eux là, ils sont très forts. Eux, c'est les bêtes à manioc, vous voyez l'affaire. C'est eux qui nous ont enseigné un certain nombre de choses.
Donc c'est pour vous montrer qu'il y a quand même des témoignages jusqu'à aujourd'hui. Quand vous allez dans les bois là-bas, on vous sort des récits donc, de testaments d'Amérindiens sur un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas en parler ouvertement? C'est un problème de géopolitique. Moi, quand je dis que les Noirs étaient là avant, il y a des crânes, il y a des fouilles. On vous dit on a trouvé un crâne alors que c'est faux. Moi, j'ai acheté les fouilles, on a trouvé plus d'une centaine de crânes. Le laboratoire d'Australie a daté la première présence humaine en Amérique à 60 000 de l'ère ancienne, méthode isotopique argon. Et quand ils font l'ADN, on peut vous dire exactement d'où venaient ces gens-là d'Afrique. En plus, ils ont représenté un bateau. On veut vous faire croire que c'est des aborigènes d'Australie qui seraient partis en vacances dans une croisière pour remonter jusqu'en Amérique. C'est totalement faux. Parce que là où c'est faux, il faut des courants marins quittant l'Australie et vous ramenant en Amérique du Sud pour qu'une telle expédition soit possible. Or, tout le monde sait que le Gulf Stream, quand vous quittez le Sénégal, vous arrivez directement en Guadeloupe et en Amérique. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, tout ça fait que il y a quand même... Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai demandé à l'UNESCO un colloque du Mexique pour demander aux Amérindiens juste une chose. Veuillez me donner l'école d'architecture que vous avez suivie qui vous a permis de passer du tipi à la pyramide de Teotihuacan. Bon, parce que, excusez-moi. Ah, voilà. Parce qu'il y a une seule université. On les retrouve dans toutes les Amériques. Parce qu'il y a une seule université où on apprenait la taille de la pierre et l'orientation astronomique par rapport à des étoiles. C'est une école africaine, de l'aveu même des gens sur place. Vous voyez l'affaire? Donc, ce que je veux dire, et qui est une chose qui est vraiment très simple, et c'est valable aussi pour les Asiatiques qui racontent des histoires alors que Confucius était africain, et aussi les Bouddhas et tout ça, le monde noir va se réveiller avec la connaissance des fouilles archéologiques et des datations. Et on ira régler les comptes avec tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire par là? On ira régler les comptes avec tout le monde. Parce que moi, je dis une chose. Aujourd'hui, nous n'avons peur de personne. Même les Martiens, on pourra leur démontrer que la soucoupe volante qu'ils utilisent là, c'est nous qui l'avons fabriquée. Bon. Nous n'avons peur de personne parce que nous avons la documentation. Cheikh a dit, il faut s'armer de science jusqu'aux dents. Nous, on a investi financièrement dans la connaissance. C'est-à-dire que les études, je les achète. Vous comprenez l'affaire? Quand on fait les fouilles et les datations du Brésil, je possède les fouilles. Je les ai achetées. Nous achetons tout. Il ne faut pas oublier qu'il y a un magazine américain qui s'appelle Scientific American et qui a montré qu'on a trouvé Osiris et Isis en statuette au pied de la pyramide de Teotihuacan. Et que ce monsieur qui est présent ici, là, qui m'a posé une question, une fois, qu'est-ce que tu fais comme histoire? Je lui ai dit, je fais de l'histoire, mais une histoire un peu particulière. Je peux te faire décoller de ta chaise comme une fusée. Et je suis allé lui chercher un scientifique américain et je lui ai montré ça, des graphies hiéroglyphiques aux États-Unis. Et lui-même m'a dit, non, là je décolle de ma chaise quand même. Vous voyez l'affaire? Donc la chose, c'est que nous avons de la documentation. Nous avons même beaucoup de documentation. Quand les gens viennent à Niger pour faire des mathématiques africaines, c'est au minimum 4 à 6 kilos de documentation avec lequel ils repartent. Vous voyez ce que je veux dire par là? Mais la chose, c'est que nous, quand on va commencer à parler, nous n'aurons besoin de l'approbation de personne. Parce que la science tranche les débats. Après, c'est une question d'idéologie. Nous, on n'a pas le temps pour l'idéologie. La science règle les débats. Moi, ce que je dis, et qui est très simple, c'est que lorsque je suis au Canada et que je passe du temps avec les Amérindiens, même les Amérindiens d'ici qui sont à la Dominique, on a beaucoup de choses au commun en termes de tradition spirituelle, de la façon de voir les ancêtres, de la façon de faire les rituels. Je vois beaucoup, des fois, quand je fais les cours sur les rituels aux ancêtres en Afrique, je montre les rituels aux ancêtres faits par les Amérindiens. Il y a une similitude qui est extraordinaire. Donc on voit bien que nous avons été relativement proches. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut commencer à concevoir le monde de demain, c'est-à-dire le monde où nous allons partager la vie sur cette planète sans nous taper dessus, sans envier ce qu'il y a dans le réfrigérateur du voisin d'en face et en disant oui, on va délocaliser ce qu'il y a dans son réfrigérateur pour mettre dans le nôtre. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il faut apprendre une chose. Chacun a ce qu'il lui faut là où il est. Il faut arrêter d'avoir la convoitise de ce qu'il y a chez le voisin. Voilà, je vous remercie, mes très chers.
Merci beaucoup, Monsieur Motunde. Je suis désolée, le temps avance, mais vous pourrez lui poser des questions après. De l'Amérique du Sud et que les Olmecs sont exactement des Africains et que ils ont découvert par le carbone 14 que effectivement les Olmecs sont la civilisation mère. Les Mayas, les Aztèques descendent d'un mixage. D'ailleurs, le Mexique vient d'un mot mextique, ça ressemble à métis. Donc les Olmecs ont apporté une goutte de sang noir, comme on dit, et c'est de là que ça vient la similitude, la ressemblance que vous ressentez. Vous avez du sang noir. Totalement. Moi, je dirais deux choses. Comme disait le professeur, il y a le professeur Van Sertima qui a fait des travaux énormes là-dessus. Mais il y a un professeur avec lequel je me suis entretenu longuement dernièrement, c'est Pathé Diagne, qui fait de l'archéologie linguistique et qui a montré que, en fait, il y avait des rituels de fondation de cités qui existaient en Afrique. Et ces Africains qui sont partis dans le Nouveau Monde ont fait ces rituels. C'est pour ça qu'on retrouve des mots bien précis. Vous voyez, c'est-à-dire ces suites de noms Maracana, Panama, vous voyez, Karu, Kera, Madinina. Quand on fait ce qu'on appelle la science du Ramakushi, vous savez, je voulais l'inviter, mais il est très âgé. Donc il m'a dit que ce sera difficile pour lui de faire le voyage. Mais toujours est-il qu'on voit que tous les noms, ce sont des suites. Vous voyez, les prêtres de Ma qui rendent hommage au dieu Ra, qui vont fonder une civilisation dans un lieu où il y a de l'énergie qu'on va appeler Ka. Vous voyez, donc ça va donner Maraka, et c'est ça qui va donner Karu, Kera, les Mahdi, Nina, tout ça. Et ça, c'est ce professeur-là qui a enseigné à l'université à New York, qui est le spécialiste de l'archéologie linguistique, vous voyez, et qui montre que beaucoup de noms en Amérique ont en fait une antériorité africaine. Et ça, je vous invite à lire son ouvrage qui s'appelle Tarana. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Nous allons laisser le prochain invité s'installer. Très rapidement, afin de pouvoir poursuivre les conférences.